Donc nous sommes dans le cadre d'une réunion publique et nous allons, il y a plusieurs objectifs pour cette matinée. La première, nous recevons Gauthier, qui fait une thèse sur la guerre de Vendée et qui vous relatera en quelques mots sa thèse. Ensuite, je vous évoquerai en quelques mots les objectifs de l'association. Et enfin, nous remettrons des médailles associatives à 3 personnes qui sont au sein de cette assemblée. Maintenant, je passe la parole à Gauthier. Merci Philippe. Merci tout d'abord pour cette invitation. Je suis très sensible au fait que vous m'invitiez effectivement pour parler plus de l'avancement de ma thèse que de ma thèse elle-même, puisque ma thèse elle n'est pas encore passée. Je suis doctorant pour l'instant. Je travaille effectivement sur la thématique des guerres de Vendée et plus largement sur un sujet qui est le royalisme légitimiste dans l'ouest de la France. Alors naturellement, les guerres de Vendée, c'est un petit peu les prémices de ce mouvement politique et intellectuel, parce que c'est cette partie de la France qui eh bien, choisit de ne pas être soumise à l'autorité naissante de la République française, qui choisit de ne pas se laisser complètement détruire par la Convention et la Terreur. Et donc j'ai choisi de m'intéresser à ce sujet, en tout cas des décennies qui ont suivi les années de la guerre de Vendée, puisque mon sujet de travail, le légitimisme dans l'Ouest, même si je parle de la guerre de Vendée, je vous expliquerai comment, commence grosso modo avec l'insurrection de la duchesse de Berry en 1832, qui est un petit peu une lointaine conséquence des guerres de Vendée. Et puis comme ça, j'étudie le courant légitimiste, à la fois sur le plan politique, électoral, quelle est la sociologie du légitimisme, est-ce qu'il y a une culture légitimiste, est-ce qu'il y a une presse légitimiste. Je l'étudie comme ça jusqu'à ce que le mouvement se perde complètement sur le plan électoral. On peut considérer que les derniers représentants du le représentant nombreux du légitimisme à la Chambre des députés et au Sénat, ça se perd dans les années 1900-1910. Après, il y a ou il n'y a pas ce qu'on appelle le ralliement, et puis il y a les premiers partis de droite qui se forment vraiment, Fédération républicaine, etc. Et le légitimisme électoralement et politiquement meurt. Pour survivre, bien sûr, à toujours avec une culture, une presse, mais j'ai choisi d'arrêter ma thèse chronologiquement à l'entre-deux-guerres. Alors, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, je vais me présenter quelques instants. Donc, je m'appelle Gauthier Boucher, je suis doctorant donc, en histoire contemporaine, et à côté de ma thèse de doctorat, je travaille aussi sur un petit site, qui n'est pas un site de vulgarisation historique, mais j'essaie de faire des petites émissions de radio sur différents sujets d'histoire, mais c'est très, très large. Hein. Là, dernièrement, j'ai fait une émission sur la bataille de Zama, par exemple, qui est une bataille de l'Antiquité, et je suis amené à revenir comme ça également sur des sujets d'histoire contemporaine. J'ai fait une émission sur Napoléon III, une sur Robespierre, etc. C'est une émission qui s'appelle Fréquence Histoire, et donc je pense que vous l'avez compris, je suis passionné très intéressé et passionné par l'histoire, et je vais donc vous en parler quelques instants concernant la Vendée militaire, la guerre de Vendée, et comment je l'entrevois dans mes travaux de thèse. Alors j'ai indiqué que j'abordais la Vendée notamment par l'épopée de la duchesse de Berry, cette insurrection ratée qui a eu lieu au printemps 1832, donc un an et demi à peu près après la chute de Charles X, vous savez, la révolution des Trois Glorieuses à l'été 1830, la duchesse de Berry a cru comme ça pouvoir reprendre le pouvoir, pouvoir installer Chambord, pouvoir installer de nouveau une monarchie de droit absolu, etc. Et naturellement, ça n'a pas marché. Et je reprends un petit peu le récit de cette insurrection ratée dans ma thèse. Alors, concernant parce que ma thèse n'est pas strictement liée à la Vendée militaire, même si j'en parle un petit peu quand même, ça représentera à peu près la Vendée militaire et les guerres de Vendée, une dizaine de pages, on peut dire que dizaine de pages c'est beaucoup, mais sur un travail qui fera à peu près 600 pages. Donc, pour vous donner un petit peu l'idée, je vais faire quelque chose de bizarre, je vais m'auto-citer, parce que j'ai jamais fait, mais qu'est-ce que je dis de la guerre de Vendée dans ce travail? Je parle notamment du
du souvenir, parce que je parle rétrospectivement finalement, en commençant mon travail en 1832 et en l'achevant en l'entre-deux-guerres, je parle rétrospectivement du souvenir de l'influence politique de la levée en masse. Je pense que vous avez tous entendu parler de la levée en masse, ce moment où la Convention nationale, tout début de la terreur, est vraiment angoissée à l'idée de ne pas pouvoir soutenir l'effort de guerre contre les monarchies coalisées, et comme cela, elle décide en février 1793, donc quelques semaines après la mort du roi Louis XVI, elle décide de procéder arbitrairement, en tout cas de manière vraiment violente, et qui n'est pas appréciée par le peuple, elle décide de procéder à une levée en masse, notamment dans les provinces de l'Ouest. Et comme ça, eh bien, il y a des dizaines de milliers de jeunes hommes qui sont obligés d'aller dans ce qui est l'armée républicaine, auquel naturellement ils ne veulent pas participer parce qu'ils sont fidèlement attachés non seulement à leur foi catholique et au roi qui vient d'être guillotiné. Et c'est naturellement la levée en masse, ce souvenir du printemps 1793, qui est, je pense, l'un des ferments de ce qui donnera ensuite la Vendée militaire. Alors voici comment j'en parle, et là je vais me citer moi-même, de la Vendée militaire dans mes travaux de thèse. Je me cite. « Le tournant de la Révolution française que constitue la guerre contre l'Autriche, puis la levée en masse de février 1793 par la Convention, signe véritablement l'acte de naissance de l'Ouest politique. » Puisque mes travaux de thèse sont consacrés au légitimisme dans l'Ouest. Donc j'ai dû définir également ce qu'était l'Ouest. Pas simplement en tant que géographie, Normandie, Poitou, etc., mais définir qu'est-ce que ça signifiait en termes de différenciation politique et sociologique par rapport au reste du territoire français. Et donc j'ai parlé d'Ouest politique. Presque par métonymie, le terme de Vendée, à lui seul, vient par la suite facilement désigner l'ensemble des oppositions politiques, culturelles et militaires à la Révolution. Et je suis, dans ma thèse, sur plusieurs paragraphes, je reviens longuement sur ce que recouvre ce terme de Vendée, là encore, pas simplement en tant que strict terme géographique, qui serait celui d'un territoire et puis ensuite d'un département à partir de 1790, mais qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce que ça réveille dans l'imaginaire collectif des conservateurs et particulièrement des royalistes légitimistes. Et je rappelle ainsi, j'explique ainsi que le terme de Vendée, durant tout le siècle qui va suivre les années terribles de la Vendée militaire, va être réutilisé à dessein par des gens qui s'estiment être des vaincus de l'histoire, qui s'estiment être des proscrits et des gens qui s'estiment être combattus. Et il n'y a pas d'unité géographique il n'y a pas derrière ces Vendées au pluriel, je vais expliquer par qui est pris ce terme. Il n'y a pas d'unité géographique parce qu'il y a aussi bien des oppositions ou des particularismes locaux qui existent en Franche-Comté, dans le Massif central, dans le Pays basque, ou même à l'étranger, dans le Tyrol, en Belgique, lorsqu'il y a la Révolution de 1830. C'est aussi bien ce type de territoire qui s'auto-qualifie ensuite de Vendée. Et qui utilise l'exemple de la Vendée en disant il y a eu un précédent, c'est la Vendée. Eh bien, vous voyez, nous, Tyroliens, Belges persécutés, nous sommes, nous aussi, de nouveaux Vendéens. Et cet exemple, de manière signifiante, a même été utilisé, je l'ai découvert dans mes recherches, par les confédérés durant la guerre de sécession, donc entre 1861 et 1865. Vous savez qu'il y a ce conflit entre les États-Unis et puis je crois que c'est une quinzaine d'États qui font sécession, qui deviennent les États confédérés d'Amérique. Eh bien, a posteriori, lorsqu'il y a les années de la reconstruction, à la fin des années 1860, et la victoire de l'Union, les confédérés, en tout cas ce qu'il en reste, se qualifient rétrospectivement comme des Vendéens. Et donc il y a l'utilisation idéologique, politique, à dessein de ce terme de Vendée. La Vendée n'est pas simplement considérée géographiquement, elle est considérée comme un comment ? Elle est considérée comme un courant de pensée ? Oui, quasiment. Oui. Un courant de pensée, on se revendique du souvenir des Vendéens, un symbole, oui, de leur symbolique, et aussi d'une certaine manière, je pense
j'en ai pas la certitude, mais peut-être de leur technique d'insurrection, etc. Et ça sert à désigner des conflits qui n'ont géographiquement strictement rien à voir avec la Vendée, y compris des conflits, des conflits ou des révolutions ou des contre-révolutions à l'étranger. Alors, un autre des paragraphes dans lequel je parle de la Vendée, je propose d'expliquer que le seul nom de Vendée personnifie l'exemple d'une insurrection sacrificielle, repris tel quel par des événements sans lien géographique. Voilà. Ça résume ce que je vous ai indiqué il y a quelques instants. Pour revenir sur un petit peu de précision historique et événementielle sur les guerres de Vendée, donc ce sont des guerres qui commencent dans ce qu'on appelle le Mayenne-et-Loire à l'époque, l'actuelle Maine-et-Loire et la Loire inférieure, qui est l'actuelle Loire-Atlantique, qui ensuite se déportent un petit peu à l'ouest. Il y a des faits très marquants de cette guerre de Vendée que nous sommes 225 ans plus tard en ce moment, dont personne n'entend parler, parce que déjà, voilà, on vit en République, mais il n'y a même pas de travail mémoriel, d'histoire locale, pour nous rappeler que, par exemple, en décembre prochain, il y aura le 225e anniversaire de la bataille de Savenay, qui est un des grands faits d'armes de la Vendée militaire. Je suis en train de réfléchir, là, je sais pas, ça n'a pas encore trop pris forme dans ma tête, mais comment peut-être on pourrait célébrer ce haut fait militaire-là. Alors, à certains égards, la dénomination de Vendée pour désigner le foyer d'insurrection que recouvre la guerre de Vendée militaire, ça tient aussi du choix à dessein d'autorités républicaines qui ont voulu circonscrire ce conflit qui a embrasé tout l'Ouest à un seul département. Parce que la Vendée, c'était aussi bien une partie du Poitou qu'une partie du Maine-et-Loire, de Loire inférieure, etc. Mais là, les autorités républicaines, à dessein, ont voulu circonscrire au seul département de la Vendée ce qui s'est passé, ce qui fait qu'il y a pu ensuite avoir des erreurs d'appréciation, y compris dans la manière dont l'État a voulu ensuite distribuer des fonds de reconstruction pour les habitations détruites. Ça, je l'ai découvert dans mes recherches. Quand Napoléon Ier s'est intéressé en 1808 au fait de dédommager les départements qui avaient subi des dommages de guerre, eh bien, parce qu'il y avait eu, on avait cru que la Vendée, c'était que la Vendée, les choses ont été très mal faites finalement. Alors, la Vendée et la Loire inférieure ont été correctement dédommagées, ça d'accord, mais les Deux-Sèvres, qui ont été très affectées par la guerre de Vendée, ont été moindrement dédommagées, alors qu'elles ont été finalement aussi affectées. Et ça devient complètement étonnant s'agissant du Maine-et-Loire, qui a été très affecté, notamment dans la région des Mauges, et qui n'a quasiment pas été dédommagé par l'État, parce qu'il y a eu, en 1808, parce qu'il y a eu à l'origine, sur une quinzaine d'années précédentes, une erreur de jugement, ou peut-être à dessein, moi je pense plutôt que c'est à dessein, pour circonscrire encore une fois le conflit à la seule Vendée, on a expliqué que la Vendée militaire égale le département de Vendée. Eh bien, ça a entraîné des conséquences, y compris dans la manière dont l'État ensuite a voulu, adroitement ou maladroitement, réparer un petit peu les choses en dédommageant les populations qui avaient été touchées par la guerre. Quelques instants, pour revenir sur le mot de génocide. Enfin, est-ce qu'on parle de génocide ou de populicide vendéen ? Je ne prends pas parti sur les deux termes dans ma thèse. J'estime que les deux termes sont valables, même s'ils recouvrent des réalités un petit peu différentes. Par contre, j'estime que oui, il y a génocide et ou populicide vendéen, parce que c'est une intention, au sens de la définition initiale du juriste américain Lemkin, définition de 1943, c'est une décision intentionnelle de détruire des populations entières, y compris des populations civiles, parce qu'après tout, on peut comprendre que des Blancs affrontent des Bleus, ce sont des militaires entre eux. Mais il n'y avait pas de raison a priori, sauf s'il y a volonté de génocide ou de populicide, de tuer des enfants, de tuer des vieillards, de tuer des femmes. Et donc, j'estime donc qu'il y a alors soit génocide, soit populicide, sachant que populicide, vous le savez peut-être moins parce que c'est moins connu, avant le terme de génocide, il n'y avait pas de terme pour désigner les massacres de masse, donc on parlait de populicide. C'est un terme qui a été théorisé vers 1794 par un révolutionnaire radical, mais qui était opposé à Robespierre. Elle finit d'ailleurs, c'était Gracchus Babeuf. Et Babeuf, c'est une sorte de précommunisme, Gracchus Babeuf.
Babeuf explique dans un livre qui s'appelle, franchement c'est une brochure plutôt, du système de dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier. Il évoque la vie de Carrier, le célèbre révolutionnaire qui a agi dans la région nantaise. Il estime, Babeuf, en 1794, qu'il y a eu intention volontaire de détruire les populations civiles, de détruire un peuple entier qui était le peuple de Vendée. Et donc il ne parle pas de génocide, parce que le terme apparaît en 1943 et est utilisé en 1945 sous le tribunal de Nuremberg, mais il invente un mot qui est populicide. Ce terme de populicide et ce terme de génocide, je l'utilise dans mes travaux de thèse sans me déterminer complètement pour l'instant si, même si je crois qu'il y a eu génocide ou populicide vendéen, quel terme je choisirais définitivement. Voilà, j'ai à peu près résumé ma thèse, je vais conclure là. Et juste avant, j'aurais parlé d'une petite... en dehors de ma thèse, je fais différents travaux historiques, d'une petite revue que j'ai lancée il y a quelques jours de cela, relative à l'histoire politique dans les régions de l'Ouest, qui s'appelle la Revue d'histoire politique de l'Ouest, et dont le numéro 1, que j'ai travaillé avec mon camarade et collègue Benjamin Ratichot, qui est au fond de la salle, est consacré justement au légitimisme dans la Loire-Inférieure. On a essayé, à travers différents articles, de déterminer qu'est-ce qu'était la puissance ou l'impuissance électorale du légitimisme en Loire-Inférieure, parce que la Loire-Inférieure, c'est quand même Nantes, et ça devient un foyer républicain. À travers différents articles, on a fait un article notamment sur l'influence des légitimistes dans les comices agricoles dans le département, un article qui est une analyse électorale avec carte de l'élection législative de 1876 dans le pays nantais, un autre article sur la municipale de 1884 dans le département, et puis une notice biographique également d'un des cadres, d'une des notabilités de ce légitimisme ligérien, qui est Édouard de Monty-de-Rezé. Voilà, donc j'ai résumé ça dans une petite revue qui est un semestriel qui fait, je crois, une 50aine de pages, et ça permet comme ça, d'apprendre des choses que nous ne savons pas, puisque ce sont des choses qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Il faut chercher dans les archives, dans les correspondances préfectorales, dans la presse de l'époque. Je crois que c'est intéressant de parler de ces choses. Ne croyons pas, en tout cas moi je ne crois pas, que tout est sur Internet. Je suis très attaché au papier, je suis très attaché à l'archivage, et je pense que je ne suis peut-être pas le seul ici dans cette salle. Merci de votre écoute. Je vous remercie pour l'explication de la Vendée, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des guillotinés qui étaient de différentes sortes de la France. Et maintenant, j'ai eu l'explication. Voilà, impeccable. C'est donc bien moins con ce soir. Je ne savais pas que le terme de Vendée était appliqué à... C'était quasiment un symbole, comme on dit maintenant, un nouveau Vietnam ou des choses comme ça. On me disait à l'époque une nouvelle Vendée. Et les soviets parlaient de Vendée également, hein, de Lénine. Hein. Lénine a fait des références sur la Vendée. Eh bien écoutez, on remercie bien vos pieds. Je remercie également de certaines précisions que j'ignorais. Il faut savoir que donc, la Vendée a été citée comme exemple et ça a eu des conséquences surtout le 19e siècle.